33, 1492, 1789, 1914, 1945. Comment ces dates se sont-elles glissées dans notre mémoire collective? Qui a décidé lesquelles étaient mémorables? Comment construit-on un événement? Pourquoi? Pour qui? Et comment finit-il par entrer dans les manuels d'histoire? L'historien Patrick Boucheron revient sur quelques-unes de ces dates pour découvrir en quoi elles nous aident aujourd'hui à saisir le panorama d'une histoire globale. Car il existe dans le monde de nombreux calendriers différents. Pas une histoire unique, mais une multitude d'histoires enchevêtrées. Alors élargissons la focale, renversons notre point de vue et livrons-nous avec Patrick Boucheron à ce petit exercice de fabrique de la mémoire. Troisième Révolution française, Seconde République, Première Révolution européenne. 1848 est un millésime. La République sera-t-elle libérale ou sociale? Comment articuler idéal universaliste et éveil des nationalismes? Quel sens donner à l'idée de fraternité? Quelles sont les limites de la souveraineté du peuple? Tous les thèmes de la modernité politique sont posés en 1848. « 1848, c'est pas tout à fait une date. C'est un millésime. Il ne concerne pas que la France, il concerne toute l'Europe et il ouvre dans le passé une brèche où rejoue évidemment l'espérance révolutionnaire. Et si on veut commencer cette histoire par un récit parisien, nous dirions qu'en février 1848, l'histoire commence par un banquet qui n'a pas lieu. Nous sommes sous le règne du roi Louis-Philippe, alors âgé de 75 ans, que les caricaturistes représentent sous les traits peu flatteurs d'une poire flétrie. Son gouvernement, présidé par François Guizot, est celui de la monarchie de Juillet. Ce régime doit son nom à la révolution des Trois Glorieuses, les 27, 28, 29 juillet 1830, qui l'amenèrent au pouvoir. C'est une monarchie constitutionnelle, inspirée du modèle anglais, que l'on appelle censitaire, c'est-à-dire qui réserve le droit de vote aux plus riches, à ceux qui peuvent payer le plus d'impôts. Les réunions publiques sont théoriquement prohibées. Mais pour contourner cette interdiction, depuis les années 1840, les républicains socialistes et libéraux instaurent la tradition du banquet pour y discourir de l'élargissement du droit de vote et porter des toasts à une république à venir. Alors on a beaucoup moqué cette forme de mobilisation politique qu'est le banquet. Ce sont des agapes très arrosées où se donne à entendre une éloquence un peu empoulée. C'est une forme un peu surannée de mobilisation politique. Et pourtant, on peut dire que la monarchie de Juillet, c'est le temps des banquets. Entre 1847 et 1848 est organisée une campagne d'environ 70 banquets devant culminer le 21 février, place de la Concorde à Paris. Mais cette fois-ci, le banquet est interdit. Alors, la foule afflue vers la Concorde, où aurait dû se tenir le banquet, réclame au fond ce droit de se réunir et de parler politique, et là, devant la pression populaire, très vite, le gouvernement cède. Le gouvernement de François Guizot, et c'est François Guizot lui-même, qui était le grand ministre de la monarchie de Juillet, qui démissionne. Cette victoire du camp réformiste soulève une grande joie à Paris. Le 23 février, la foule se dirige vers le boulevard des Capucines, au ministère des Affaires étrangères, pour y allumer des lampions. Boulevard des Capucines, il se passe quelque chose que les historiens, au fond, peinent à caractériser. Est-ce que c'est une provocation policière? Est-ce que c'est simplement un accident? En tout cas, une détonation éclate, une fusillade s'engage, il y a 10 morts. 10 morts sur le pavé parisien. Et là commence véritablement l'insurrection.
Très vite, la situation échappe au gouvernement et la garde nationale, qui était la milice en armes du régime, mais également un lieu de sociabilité et de politisation, fait volte-face. Et à partir du moment où la garde nationale se retourne contre le régime de la monarchie de Juillet et prend fait et cause pour les émeutiers, c'est fini. Le jeudi 24 février, à 13h, le roi abdique. Il abdique en faveur de son petit-fils parce qu'il croit encore pouvoir sauver le régime. Mais tout va très vite, tout s'emballe. Le peuple envahit les Tuileries et au soir, dès le soir du jeudi 24, la République est proclamée. La révolution de 1848 est une surprise. C'est une surprise pour le gouvernement qui va, au fond, très très vite lâcher prise. C'est une surprise pour les opposants, c'est une surprise pour les républicains, pour les socialistes, c'est une surprise pour tout le monde. Le millésime 1848 fait irruption dans une chronologie que l'on peut faire démarrer en 1789 avec la Révolution française, puis la Première République et sa constitution. Une série de régimes se succèdent. Le consulat, l'Empire de Napoléon Ier, la Restauration qui rétablit la dynastie des Bourbons renversée en 1830 au profit de Louis-Philippe d'Orléans. Mais l'esprit révolutionnaire de la Première République perdure. Il hante et traverse les décennies, passant d'une génération l'autre jusqu'à 1848, qui est ainsi la Troisième Révolution française et la Seconde République. La République est proclamée. Mais quelle République ? Est-ce la République bourgeoise ou la République ouvrière? Est-ce la République libérale ou la République démocratique et sociale? Plusieurs visions de la République s'affrontent au sein du gouvernement provisoire qui se constitue le 24 février. S'y trouvent des républicains libéraux, des radicaux, un royaliste éclairé, le socialiste Louis Blanc, l'ouvrier Albert et même un poète, Lamartine. C'est lui, Lamartine, qu'un fameux tableau de Félix Philippotto immortalise devant l'hôtel de ville au premier jour de la République. Entouré des membres du gouvernement, le poète y incarne un idéal de communion républicaine et refuse le drapeau rouge des plus radicaux au profit du drapeau tricolore déjà adopté par la monarchie de Juillet. En 1830, la Révolution s'était figurée dans le tableau « La liberté guidant le peuple » de Delacroix. En 1848, il faut donner un nouveau visage à cette nouvelle République. Dès le 14 mars, un concours est lancé auprès des artistes pour qu'ils en proposent une allégorie. Il y a 700 réponses. Honoré Daumier, le fameux caricaturiste, arrive 11e avec une esquisse que l'on regarde aujourd'hui comme une promesse, celle d'une république inspirée des mères nourricières de la Renaissance italienne. Forte et vigoureuse, elle allaite 2 beaux enfants, tandis qu'un 3e, à ses pieds, plongé dans la lecture, promet l'instruction du peuple. Une imagerie plus sage lui sera préférée, celle agreste et pudique peinte par Jules Claude Ziegler. La force populaire y est certes évoquée, mais sous la forme bien sage d'un lion débonnaire. C'est-à-dire que chacun va donner à la République le visage de ses espérances. Et la question de l'allégorie de la République, c'est la question de la reprise de motifs iconographiques, mais au-delà d'une culture politique et au-delà encore de l'espérance sociale qu'il y a derrière ces valeurs. En plantant des arbres de la liberté, en rejouant les gestes et les symboles de la glorieuse révolution de 1789, le peuple exprime une profonde aspiration à la participation politique. 300 journaux voient le jour à Paris entre février et juin. Des clubs s'organisent un peu partout, également en province, pour parler librement politique. Cet idéal fraternel complète la devise républicaine qui comporte désormais les 3 mots qu'on lui connaît aujourd'hui, liberté, égalité, fraternité. La révolution de 1848, ce qu'elle apporte, c'est la fraternité. C'est justement le 3e terme de la devise républicaine. Louis Blanc,
l'un des grands penseurs du socialisme et l'un des 11 du gouvernement provisoire, le dit très bien. Au fond, la liberté sans l'égalité, c'est la lutte de tous contre tous. Donc la liberté doit être inscrite dans l'égalité. Mais pour qu'elle soit inscrite dans l'égalité, il faut un ciment. Un ciment qui est presque émotionnel. C'est une valeur, c'est l'idéal de fraternité, sans laquelle le système n'est pas stable. La question, c'est de savoir jusqu'où on va fraterniser. C'est-à-dire que si cette République se veut fraternelle et universelle, elle englobe qui? Le peuple. Où sont ses limites? D'emblée se pose la question des contours de la République. Qui aura le droit de vote aux élections qui auront lieu en avril? Les femmes vont revendiquer leurs droits. Parmi elles, on trouve des romancières et des journalistes comme Eugénie Niboyer, qui fonde le journal La Voix des femmes, mais aussi, dans les clubs féminins, des couturières ou des lingères comme Jeanne Derouin, qui se présente comme candidate aux élections. Le suffrage est certes déclaré universel, mais restera exclusivement masculin. À l'occasion du scrutin d'avril, l'Assemblée nationale accueille pour la première fois un homme de couleur, Barthélemy Durand-Valentin, le maire de Saint-Louis du Sénégal. L'universalité de cette République fraternelle, elle est mise à l'épreuve par la question de l'esclavage. Depuis 1834, en France, mais pas seulement en France, il y a une société pour l'abolition de l'esclavage où militent beaucoup d'opposants au régime de Louis-Philippe et parmi eux, Victor Schœlcher. C'est Victor Schœlcher qui devient sous-secrétaire d'État aux colonies et c'est lui qui décrète le 27 avril l'abolition de l'esclavage. Ça, c'est quand même un grand acquis de la Seconde République. C'est la Seconde République qui abolit l'esclavage. Des commissaires sont envoyés dans les colonies pour faire appliquer le décret d'émancipation. Mais les esclaves ne les ont pas attendus pour se soulever. Informés par des navires anglais, ils proclament leur liberté le 23 mai en Martinique, le 27 en Guadeloupe, le 10 août en Guyane, le 23 au Sénégal, le 20 décembre à La Réunion. La France métropolitaine sort péniblement d'une crise économique qui avait touché toute l'Europe suite aux mauvaises récoltes de l'année 1845. Les prix augmentent, le chômage est massif. La notion de droit au travail, portée par de nombreux penseurs révolutionnaires, dont Charles Fourier, Flora Tristan ou Proudhon, est sans doute l'idée la plus importante de la Seconde République. Le droit au travail est proclamé le 25 février 1848, le lendemain donc de la proclamation de la République. La mise en acte effective, elle a lieu 2 jours plus tard, le 27 février, avec la création des ateliers nationaux. C'est une idée de Louis Blanc, du socialiste Louis Blanc. Il s'agit de demander aux maires d'arrondissement, d'organiser les conditions du travail des ouvriers au chômage à, on va dire, aujourd'hui, on dirait des travaux d'intérêt généraux. Dans l'esprit de Louis Blanc, les ateliers nationaux doivent être organisés comme des coopératives de production. Ça veut dire que ça met la notion d'association au cœur non seulement du régime, de la forme politique, mais de l'organisation économique et sociale. Ça change véritablement la société. Paris, capitale de l'exil, est depuis les années 1830 la plaque tournante des idées révolutionnaires et progressistes en Europe. Marx et Engels s'y rencontrent en 1843 et de nombreux exilés politiques y trouvent refuge depuis les États allemands, polonais ou italiens. Partout en Europe gronde l'aspiration à une souveraineté populaire. Alors, nous n'avons parlé jusque-là que de Paris. Parce que Paris est la capitale des révolutions. Parce que l'Europe regarde Paris comme l'épicentre de l'espérance révolutionnaire. Mais il y a une onde de choc. Et cette onde de choc, elle ne se serait pas propagée s'il n'y avait pas eu le modèle parisien, ça c'est possible, mais elle ne se serait pas non plus propagée s'il n'y avait pas eu le relais viennois. La Vienne que nous allons chercher n'est pas celle des calèches à touristes, ni même celle que l'on trouve au Hofburg dans les appartements impériaux. En 1848, l'empereur Ferdinand Ier de la dynastie des Habsbourg n'est pas celui qui dirige réellement l'Empire. C'est le chancelier, le prince de Metternich, qui détient la réalité du pouvoir et mène la politique impériale d'une main de fer.
Depuis 1815, au lendemain de la chute de l'Empire napoléonien, l'Europe est soumise à ce que l'on appelle l'ordre de Vienne, qui avait rétabli des monarchies autoritaires sur tout le continent, avec une constellation d'États italiens au sud, d'États germaniques au nord et au centre, l'énorme empire austro-hongrois qui regroupe une multitude de peuples avec une grande variété de langues et de cultures. À quelques dizaines de mètres du palais impérial se trouve la Diète, qui rassemble des représentants de différents territoires de l'Empire. C'est dans la cour de ce bâtiment que le 13 mars 1848 est lu publiquement le discours enflammé d'un nationaliste hongrois, Lajos Kossuth, qui exige un gouvernement parlementaire en Hongrie. C'est là que nous avons rendez-vous avec l'historien Quentin de Lermoz, spécialiste de l'histoire des révolutions au XIXe siècle. La foule qui est réunie ici, ce sont à la fois des curieux, mais on a aussi beaucoup d'ouvriers qui venaient fêter ce qu'on appelle la Saint-Lundi, à l'époque c'est leur jour de fête, qu'on rejoint des étudiants qui étaient juste à côté à l'université. Et c'est cette foule en fait d'ouvriers, d'étudiants, de curieux qui, à l'annonce, à la fin de la proclamation du discours de Kossuth, demande la démission de Metternich. Les membres de la Diète ont un peu peur, ils vont au Hofburg qui est juste à côté. Et le gouvernement, en fait, envoie la troupe. Donc la troupe vient, tire, fait 5 morts. Ça commence à chauffer. Et le maire de Vienne demande à ce qu'on mette l'armée hors de la ville. Le gouvernement capitule. Et l'armée est mise hors de la ville. Et le gouvernement autorise, en fait, la création d'une garde civique, c'est-à-dire de citoyens armés, c'est un vrai symbole révolutionnaire, et d'une légion académique. Et en 2 jours, ces 2 institutions réunissent 30 000 personnes. Metternich s'enfuit, et à ce moment-là, tout le monde comprend qu'une nouvelle phase, en fait, dans l'histoire du pouvoir autrichien débute. Nous pouvons chercher à identifier dans les rues de la Vienne d'aujourd'hui quelques jalons de la révolution autrichienne. L'église, place Am-Hof, à côté de la caserne où la garde nationale offrit ses armes aux étudiants au premier jour de l'insurrection, la mobilisation du 26 mai, place Saint-Michel, la pendaison du ministre de la Guerre le 6 octobre, ou encore l'incendie du bâtiment qui abritait la bibliothèque impériale le 31 octobre. Mais dès le 13 mars, la révolution va se propager au-delà de Vienne et inspirer d'autres villes. Le 17 mars, elle est à Venise, le 18 à Milan et à Berlin, puis à Leipzig, le 23 à Holstein, le 24 à Parme et Modène, le 27 à Budapest, le 31 à Francfort. En avril, elle arrive à Munich, à Prague, Zagreb, va jusqu'à Karlovic et Blaj en mai 1848. Turin, Florence et Rome s'étaient déjà soulevés, prenant exemple sur Paris. Entre février et mai 1848, l'Europe entière entre en révolution. Mais les insurrections européennes ne tendent pas toutes dans la même direction. Au nord et au sud, les mouvements poussent à l'unification des peuples allemands et italiens. A l'inverse, l'Empire austro-hongrois est menacé d'implosion par les revendications d'indépendance de ses provinces aux langues et aux cultures différentes. Hongrois, Tchèques, Croates ou Slovènes réclament leur autonomie sans pour autant réussir à s'accorder sur les contours géographiques de leur peuple. À l'ombre des grandes déclarations d'universalisme, le printemps des peuples en Europe marque aussi l'éveil des nationalismes. L'idée qu'une nation soit en fait un pas vers l'universel, c'est une idée qui est très 19e siècle. Ça nous paraît paradoxal que parce qu'on est au 21e siècle. Au 19e siècle, on pense que si on obtient la libération de son peuple, on obtiendra par celle-là même la libération de tous les peuples et on pourra créer une fédération des États-Unis d'Europe, qui pour certains prendra la forme d'une monarchie, d'autres pour la forme d'une république. Mais il n'y a aucune contradiction dans l'esprit des acteurs du temps entre les 2 notions. C'est au moment où on va essayer de mettre en place ces États-nations que ces contradictions vont apparaître de façon extrêmement forte. Dans l'une des 4 gravures de la série intitulée « La République universelle, démocratique et sociale », la France accueille le cortège des nations européennes autour d'une Marianne et sous la bénédiction d'un ciel bien chrétien. Ce que l'image donne à voir, c'est la représentation d'un peuple à la fois universaliste et national. Bien souvent, dans les images du printemps des peuples, seules les couleurs du drapeau nous permettent de savoir si nous sommes à Berlin, à Milan, à Prague ou à Paris. D'un pays à l'autre, les gestes et les symboles se reprennent. Partout, on lève des barricades. Ça, c'est vraiment le motif commun qui, à toute l'Europe,
qui devient l'objet révolutionnaire par excellence. Le mot barricade est ancien et viendrait des barriques que l'on entasse avec des pavés, des meubles et tout ce que l'on a sous la main de morceaux de ville pour freiner la progression des troupes et les assaillir de différents projectiles. C'est une forme d'expression politique qui remonte à la fin du XVIe siècle, mais 1848 est l'apogée de la barricade. On en construit 200 à Vienne, 1500 à Paris, 2000 à Milan. La barricade, c'est un effet de signal, c'est un déclencheur. Ça veut dire que, au fond, ça symbolise ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, non seulement barrer la route, mais au fond, polariser l'espace public. On est d'un côté ou de l'autre de la barricade. C'est au fond l'objet du combat par excellence. Pas simplement du combat de rue, mais du combat politique. Ça sépare. C'est au fond une machine à faire advenir le peuple. Un document exceptionnel permet de la rendre visible. Il s'agit d'une série de 3 daguerréotypes dont l'un est conservé au musée Carnavalet à Paris. L'histoire de cette image de barricade a été précisément reconstituée par l'historien Olivier Hill. Il a retrouvé le lieu d'où elle avait été prise, au 92 rue du Faubourg du Temple, ainsi que le nom du photographe, Charles-François Thibault, négociant et inventeur, engagé lui aussi dans le mouvement de 1848. L'historien est même parvenu à donner un nom à la femme au bonnet blanc qui se penche à sa fenêtre. Il s'agit d'une jeune lingère, Pauline Pompon, habitant un studio de 25 mètres carrés. Mais nous ne sommes plus en février, nous sommes en juin. Le 25 juin 1848, précisément à 7h30. Depuis avril, l'Assemblée nationale, élue au suffrage universel masculin, est à majorité conservatrice. Le 20 juin, elle a voté la fermeture des ateliers nationaux, ce qui a entraîné la reprise des émeutes à Paris. Et le 26 juin, au matin, Charles-François Thibault fait un autre cliché de la barricade, exactement au même endroit. Entre les 2 jours, entre le 25 et le 26 juin, rue du Faubourg du Temple, les troupes de la répression sont passées. Les combats furent meurtriers. Le 8 juillet paraissait un numéro double de l'Illustration, exaltant cette répression dont on estime aujourd'hui qu'elle fit environ 4000 morts. S'y trouve une reproduction des 2 images de Charles-François Thibault. Mais la gravure sur bois, réalisée sur son modèle, au contour plus net, assagit l'image. Et pourtant, le photographe cherchait peut-être d'abord à rendre visible la mélancolie politique d'une défaite annoncée. La répression de juin 1848 ouvre une brèche désormais infranchissable entre la République et le peuple. La République a tiré sur le peuple. La République a réprimé de manière sanglante une aspiration qu'on considérait comme légitime à ce moment-là, parce que le peuple en armes, c'est une des formes de la mobilisation politique. Et ce qu'il y a de terrible, au fond, dans ces journées de juin 1848, c'est que là, on a un fossé infranchissable. Parce que de part et d'autre de la barricade, se battent des défenseurs de la République. C'est pas la même. Ce n'est plus la même. La République bourgeoise et la République ouvrière deviennent, en juin 1848, irréconciliables. Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'empereur, est élu président et mettra officiellement fin à la Seconde République à la suite de son coup d'État du 2 décembre 1851. L'esprit du printemps a fait long feu. Partout en Europe, les forces conservatrices reprennent violemment le pouvoir et rétablissent l'ordre de Vienne. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le gouvernement ottoman envoie des troupes à la frontière autrichienne pour prévenir la contagion révolutionnaire qui gagne les Balkans. En Colombie, les ateliers nationaux de Louis Blanc font des émules, tandis qu'à Santiago du Chili est créée une société de l'égalité. Les débats sur l'esclavage et le droit des femmes font rage à New York comme à Cuba. Mais toutes les insurrections du monde ne se rapportent pas directement au printemps des peuples. En Chine, c'est la société des adorateurs de Dieu qui enflammera les esprits, tandis qu'en Afrique, le djihad se développe à partir de Tombouctou. Le monde de 1848 est connecté,
mais il n'est pas encore globalisé. Au total, que reste-t-il de 1848 ? Le bilan comptable, on va dire, si tant est que nous sommes les comptables de l'histoire de 1848, d'une certaine manière, il est désastreux. Et c'est pour cela, au fond, que dans le siècle des révolutions, le millésime 1848 peine à trouver place, et à trouver surtout une place honorable. La postérité gardera longtemps l'image des révolutionnaires de 1848 comme des 48ards idéalistes qui ne soutiennent pas la comparaison avec leurs prédécesseurs de 1789 ou leurs successeurs de la Commune de Paris en 1871. Comme si le terme même de printemps des peuples trahissait un état d'immaturité et d'inachèvement dont on pourra trouver l'écho dans la désignation du printemps arabe en 2011. Même la mémoire de 1848 sera très peu célébrée. À Paris, certains acteurs de la Révolution ont donné leur nom à des avenues ou des stations de métro. À Vienne, la ville a préféré mettre en scène la mémoire de son passé impérial plutôt que celle de son premier réveil démocratique. Il existe bien une place de 1848, mais il s'agit plutôt d'un terrain vague abritant un court de tennis dans la lointaine banlieue viennoise. Ce qui est important dans 1848, c'est au fond les promesses non tenues qu'elle laisse derrière elle, et aussi le désir pour d'autres de relever ces promesses. Quelque chose a été possible. De la participation politique, de l'espace public, de la revendication de fraternité, de l'émancipation. Tout cela a échoué, sans doute, mais tout cela a eu lieu. Cette ouverture des possibles, eh bien, elle repousse toujours plus loin l'idéal révolutionnaire. On a parlé parfois d'un peuple introuvable. Et c'est bien parce qu'il est introuvable, ce peuple, qu'au fond, il est toujours mensonger ou illusoire de parler au nom du peuple. Parce qu'il est toujours à venir.